cette matinale. Avant de démarrer et parce que, de nouveaux participants vont venir, compléter, les rangs digitaux, de cette table ronde, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros, en dehors bien évidemment de notre grand témoin et de nos experts qui sont présents, et que je vais vous présenter, dans une petite minute. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros. Bien, merci. Bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue à notre table ronde digitale de la MIF Partenaire. La table ronde d'aujourd'hui est consacrée à l'artificialisation nette des sols. Vous entendrez les présentations de nos deux experts partenaires, Willem Pauwels, qui est directeur général de Paris Sud Aménagement, et Bruno Allouin, qui est président de Dream Promotion. Et la matinale sera rythmée par les échanges et retours d'expérience de notre grand témoin, David Ross, qui est maire d'Orsay. Monsieur le maire, Willem, Bruno, merci d'être présent. Je vous laisse vous introduire avant que nous ne démarrions cette matinale. Ouais, on recommence parce que j'ai désactivé le micro. Donc, je disais merci Dorothée pour cette introduction et bienvenue virtuellement à Orsay, puisque vous êtes dans le bureau du maire. Je suis maire d'Orsay, élu depuis 2008, donc c'est mon 3e mandat. Donc, je dis ça pas pour étaler des titres de noblesse, mais simplement pour dire effectivement, quand on commence à avoir un peu d'expérience de maire, on a été confronté à des projets d'aménagement, à ces questions d'artificialisation des sols. Et c'est ce que je voulais dire en propos, c'est que pour un maire, c'est toujours un sujet schizophrénique, puisque tout le monde affiche cet objectif, puisque dans les campagnes électorales, les maires sont souvent traités par les opposants, quelle que soit d'ailleurs leur étiquette politique, de bétonneurs en puissance. Et donc, on a à la fois cette toile de fond. Consultation et médiation en vue de la transition trouvée avec Madame Michel Bonin. Pardonnez-moi, vous est-il possible de couper vos micros, s'il vous plaît? Ils vous demandent un rendez-vous? Attendez, je vais essayer de trouver la personne. Prendre la main et couper d'autorité les micros. Oui. Donc, je disais, on est souvent sur ces sujets-là avec des paradoxes, puisqu'on a l'État qui, d'un côté, effectivement, applique des règles de plus en plus contraignantes dans le cadre des constructions, c'est bien légitime, et qui, dans le même temps, demande, en particulier en Île-de-France, aux élus de réaliser du logement. Nous avons lancé la révision de notre plan local d'urbanisme et on voit bien entre les attendus, le porté à connaissance du préfet, et déjà les contradictions qu'il peut y avoir sur ce qui est demandé aux élus. Et puis, on a un deuxième paradoxe, ce sont nos propres habitants qu'on adore, qui sont nos électeurs, qui eux-mêmes ont souvent des maisons qu'ils ont construites à des périodes de leur vie, donc qui ont participé à l'artificialisation des sols, mais qui ne veulent plus voir, à juste titre, de construction à proximité de leur propre maison, tout en pouvant garder quand même des droits à construire pour agrandir leur propre maison. On le voit quand on veut aussi réviser le PLU. Voilà, donc ça, c'est un peu la toile de fond, le quotidien de tous mes collègues élus que je salue, qui me suivent aujourd'hui, ils savent très bien de quoi je parle. Et donc, par rapport à ça, il nous faut avoir une démarche qui soit à la fois pédagogique lorsque l'on fait des choses pour justement sensibiliser les citoyens sur ces questions-là, en leur expliquant la réglementation, les intentions, les réalités. Et la meilleure des choses pour les sensibiliser ensuite, c'est d'avoir des cas concrets. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être avec les deux invités qui sont les deux experts pour témoigner de ce qu'on a réalisé et qui va bientôt démarrer. Parce que c'est un projet moi, que je porte depuis 2009, j'ai été élu en 2008, qui est la requalification du centre-ville, qui est toujours éminemment complexe puisqu'on est justement au cœur de la ville. Donc, il y a les gens qui y habitent, il y a tous les gens qui y viennent. Donc, c'est quelque chose dont les gens parlent en permanence.
À tel point que lorsqu'on a fait notre consultation, on a voulu faire une démarche un peu démocratique, on a eu plus de 1000 personnes qui ont répondu sur le projet du centre-ville. Donc, on a mis du temps et théoriquement, si tout se passe bien, et j'en doute pas, on devrait pouvoir démarrer les travaux à la sortie de l'été, donc 13 ans après, réaliser ce projet-là. Donc, c'est cette histoire à un moment qui va vous être racontée pour montrer dans quelle mesure on a essayé, avec toutes ces contraintes-là, de faire bouger la ville dans la bonne direction avec tous les enjeux environnementaux. Donc, je vais peut-être laisser les deux grands experts, Bruno et Willem, se présenter. Très bien. Donc, ou alors peut-être Willem, comme j'enchaînerai. Toi, vas-y. Alors, moi, je me présente pas comme un expert, encore moins sur les sujets d'artificialisation nette. Et si tant est que je suis expert, c'est plutôt sur le sujet de l'aménagement et surtout du recyclage urbain. Donc, j'essaierai effectivement de porter un regard, non pas en criant garde ou en criant avant d'avoir mal sur le sujet de l'artificialisation. Je le prends plutôt comme un postulat, mais je vais essayer de porter un regard d'aménageur et de contrainte sur le sujet. Ok, donc moi, Merci beaucoup, Willem. Bruno? Donc, Bruno Halluin, donc je suis opérateur immobilier, promoteur immobilier, donc avec une spécificité régionale, hein, puisque j'interviens uniquement en Île-de-France. Effectivement, comme Willem, plutôt que de dire expert, en tout cas praticien d'immobilier, et donc inévitablement confronté à un certain nombre de réglementations et de lois. Et comme vous le savez, en France, on est plutôt effectivement assez foisonnant sur la thématique. Et donc, ce qu'on va faire, en deux temps. On va donner des éléments de contextualisation, des éléments de réflexion sur effectivement ce que ça induit, et puis ensuite un lieu d'échange avec nos invités de la matinale. Donc, si tu veux bien, Dorothée, on va passer donc aux éléments de contextualisation. Exactement. Donc, la slide d'après. Voilà, très bien. Donc, finalement, on va aborder un thème ce matin qui est effectivement la loi climat et résilience. Alors, juste pour mettre un peu en perspective les choses, c'est effectivement quelque chose qui existe, la réflexion sur la consommation des sols en France est une réflexion qui existe depuis longtemps, puisqu'on a eu des lois effectivement dès 86, mais même avant, dans les années 70, il y avait déjà aussi des sanctuarisations de certains parcs, etc. Bon, bref. Et on s'inscrit dans une démarche mondiale, hein, qui est une démarche inscrite avec des objectifs au niveau de l'ONU. Donc, on est vraiment dans une démarche mondiale, globale. Ensuite, quand on dit ça, évidemment, comme on est en France, on a eu beaucoup de médiatisation sur la consultation citoyenne. Et donc, en août 2021, on a une loi climat et résilience qui à la base était une loi qui tenait compte du contexte dans lequel on vit, c'est-à-dire à la fois du climat, mais également de la biodiversité, etc. Et donc, est une loi qui était plutôt orientée vers le contexte dans lequel on vit, de façon à préserver un cadre de vie agréable tout en préservant la biodiversité. Ça se traduit évidemment par une logique comptable et réglementaire. Et donc, on a des objectifs assignés d'artificialisation avec une artificialisation d'ici 2030, donc un calendrier assez précis, de diviser par 2 la consommation de terre, artificialisation en 10 ans, et d'avoir un zéro artificialisation nette, on reviendra sur cette notion bien entendu, à horizon 2050. On verra qu'il y a des points de passage obligés qui sont des points de passage en 2024 et 2025, ce qui est extrêmement court vu d'où on part. Sur la partie définition de l'artificialisation, alors qu'est-ce que l'artificialisation? Alors plutôt que de vous faire des grands discours, je vais vous lire ce qui a été inscrit. Une surface dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, ou stabilisés et compactés ou constitués de matériaux composites. Ça, c'est pour les sols artificialisés. Et ensuite, pour les sols non artificialisés, c'est une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture. Ça, c'est la définition dite officielle du texte de loi. Bien entendu, elle est trop générale pour être appliquée, donc il nous faut une définition réglementaire. Et là, il y a un décret qui porterait effectivement le détail de cette loi, un décret que nous attendons. Alors, vu d'où on part, il y aura inévitablement un gros travail de recensement à faire, un gros travail de données.
Alors, pour mettre un peu en perspective, donc c'est la slide d'après, pour mettre un peu en perspective les choses, bon, on a quelques chiffres qui peuvent varier, parce que quand on a une fourchette entre 9 et 10%, pour faire simple, sur le territoire français, on voit bien que la définition n'est pas simple. Si on regarde les stats européennes, on est plutôt à 5, et je pense que si on regarde la définition française, on est plutôt à 9,5, parce qu'a priori, on est plus restrictif dans la notion de non artificialisé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est effectivement donc dans cette définition entre 5 et 10% du territoire artificialisé, que sur cette partie-là, il y en a une grosse partie qui est traitée par les infrastructures et puis l'activité économique, et qu'on a à peu près 42% réservés à l'habitat. Alors, bien entendu, une chose que je n'ai pas dite, mais que je vais dire tout de suite, comme ça sera très clair, puisqu'on a affaire à une population d'Île-de-France, puisqu'on est avec la MIF. Ces données-là sont françaises. Bien entendu, l'Île-de-France est un cas à part et on y reviendra très rapidement. Si on a un regard croisé par rapport à nos amis européens, donc la France, entre guillemets, se situe dans une moyenne européenne, puisqu'on est entre 5,5 et contre 4,2. On est légèrement supérieur. Bon, l'Espagne est à 2,7, l'Italie serait à 5,3, le Royaume-Uni à 8,3. Je dis serait parce que sincèrement, les données ne sont pas évidentes à analyser. Ça, c'est des données Eurostat. Bon, simplement, ça donne un éclairage. Alors, une spécificité, bien entendu, de l'Île-de-France, et c'est les cartes que l'on a, sur le côté de la slide. Bon, l'Île-de-France, déjà, dans cette loi climat-résilience, l'Île-de-France sera traitée à part, puisque bon, c'est une région très particulière. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en 2018, le taux d'artificialisation, effectivement, en Île-de-France est le plus important de France, avec un taux d'artificialisation de 21%. Si on le compare, par exemple, à la Corse, qui est à 3,9%, hein. Et bien entendu, le corollaire de ça, c'est que l'Île-de-France étant très artificialisée, le rythme de l'évolution de l'artificialisation est bien moindre en Île-de-France que sur les autres régions de France. Ça paraît à peu près évident sur le plan calcul. Ça, c'est pour les données et pour le traitement de l'Île-de-France. Juste avant de passer à la slide suivante, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur les 42%, par exemple, d'artificialisation en France, il y en a finalement en Île-de-France, dédiés à l'habitat, il y en a 13% qui sont consacrés à l'habitat en Île-de-France, dont 3% liés au collectif. Donc, on voit que le collectif est une toute petite part de l'artificialisation des sols. Alors, la slide de l'après, c'est pour évoquer l'Île-de-France, puisqu'on est avec effectivement beaucoup de gens de l'Île-de-France. Il faut savoir qu'en Île-de-France, finalement, cette démarche a été d'économie, entre guillemets, du foncier et de rationalisation de l'utilisation du foncier. Comme on est dans un milieu contraint, il y a longtemps qu'on a entamé cette réflexion et qu'on a aujourd'hui, alors qu'on avait des objectifs dans le schéma directeur d'Île-de-France qui était de 1200 hectares par an d'artificialisation, on est plutôt, et ça c'est des données entre 2012 et 2017, à 840 hectares d'artificialisation brute, sachant, et on y reviendra dans la définition de l'artificialisation, il y a de la renaturation, excusez-moi, ça veut dire qu'on reconquiert des espaces dits non artificialisés, ce qui fait qu'on a une artificialisation nette, qui est une notion très importante dans cette démarche, et on le verra sur le cas d'Orsay, hein, qui est une artificialisation nette de 590 hectares. Donc, on pourrait dire par rapport aux objectifs du SDRIF, très économe, et on a une présidente de région qui était très volontaire sur cette donnée-là. Sachant que 87% des nouveaux logements produits sont sur des zones déjà urbanisées. Bon, de toute façon, toutes ces données, vous les retrouverez dans les documents qu'on vous a remis, donc je ne vais pas m'attarder. Ce qu'il faut juste, c'est bien mettre en contexte la situation et voir ensuite les questions que cela poserait. Alors, l'Île-de-France, c'est la slide d'après. Bien entendu, étant une région particulière, parce que comme vous le savez tous, c'est un véritable moteur démographique, mais également économique. Et donc, on a des contraintes très, très particulières sur l'Île-de-France, puisqu'on accueille 31% du PIB national et 23% des emplois. Et on a 18% de la population sur un territoire qui est extrêmement faible, puisqu'il ne représente que 2% du territoire français. Alors,
tout ça, c'est comme le disait David Ross, par moments un peu schizophrénique, puisqu'on doit aussi, pour accueillir ces nouveaux habitants, construire, et c'est l'objectif de production, 70 000 logements par an. Et si je ne prends que les données en Île-de-France, bien entendu, et si je prends les données que m'a fourni la FPI Île-de-France, sur l'année 2021 ou 2020 même, pour prendre ou 2019, on va prendre des chiffres 2019 qui sont plus dans un rythme normal, on va dire. On avait 26 000 logements neufs mis en vente en 2019 et grosso modo 25 000 logements sociaux. Donc, on était grosso modo à 50 000 logements produits alors qu'il en faudrait 70 000. Donc, on voit bien qu'on est aussi dans un… Mais depuis des années, structurellement, on est en dessous. Donc, il faut trouver les solutions. Et les solutions, on va vous présenter finalement le cas du centre-ville d'Orsay qu'on évoquait. Alors, je vais peut-être donner les grands éléments, et puis tu réagiras si tu veux bien. Donc, Bruno, pardon, excuse-moi. Juste avant qu'on ne parle de l'exemple d'Orsay, Monsieur le maire, comment est-ce que lorsqu'on est à la tête d'une ville comme Orsay, on prend acte de la réglementation et comment est-ce qu'on engage le projet dans sa ville? Alors, c'est une bonne question parce que d'abord, souvent, on a des structures d'élus, l'Union des maires de l'Essonne, par exemple, et puis l'Union des maires d'Île-de-France, mais c'est souvent finalement les acteurs professionnels eux-mêmes qui viennent, avec qui on est en contact, qui viennent nous informer qu'une loi vient de passer, qu'ils attendent un décret et que ça peut y compris changer un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Donc, on est souvent au bout de chaîne nous-mêmes. C'est ça qui est très, très délicat. Même si on connaît les débats qu'il peut y avoir au Parlement sur cette question-là, les textes tels qu'ils sont pondus sont souvent, comme l'a dit Bruno, à l'opposé de ce qu'on arrive à faire sur le terrain. J'ai un autre exemple, puisqu'il se trouve que la commune d'Orsay, là on va parler du centre-ville, mais est concernée très fortement, et le sera dans les prochaines années, dans le cadre de l'opération d'intérêt national, où on a l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay qui gère ça pour le compte de l'État. Et j'ai tout un quartier sur lequel il y a une ZAC, la ZAC de Corbeville, sur lequel on est en train de lancer des lots de construction de logements en montant en vertical, donc a priori en allant plutôt dans la bonne direction au regard des enjeux, et pour lesquels on est en train, pas plus tard que ce matin, de travailler avec les services de l'État sur les dossiers cahiers des charges des consultations. Et eux-mêmes sont en train de se dire, on a écrit tellement de choses que finalement, on écrit des choses qui finissent par être contre-productives et qui s'opposent les unes aux autres, les mêmes services de l'État. Et donc, parce qu'en voulant faire du bois carbone, mais en mettant que du bois, mais de la hauteur, on arrive à des équations qui deviennent extrêmement compliquées. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant cette matinale, c'est que je pense qu'à l'avenir, il va falloir que les élus soient davantage en contact avec les professionnels, pas uniquement pour les projets, mais y compris pour se nourrir de vos réflexions, des contraintes vécues sur le terrain, et qu'on puisse nous-mêmes refaire remonter ça aux parlementaires et qu'on puisse faire du lobbying dans le bon sens des termes par rapport à un objectif qu'on peut tous partager, mais qui après, dans le concret, rend les choses pas toujours aisées. Donc, on est complètement dans le vif de notre matinale, puisque, comme vous le verrez sur la deuxième partie, en tout cas, ce texte de loi pose plus de questions on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, par contre, effectivement, le but, c'est d'alerter les élus qui sont autour de la table et de faire en sorte qu'on puisse porter la bonne parole de l'opérationnel, parce que je pense qu'après, il faut mettre les projets en branle et on voit, comme tu le disais fort justement, qu'on a des contradictions très fortes. Alors, là, on a pris l'exemple du centre-ville d'Orsay. Comme le disait David Ross, c'est un projet qui existe. Donc, si on veut bien passer à la slide d'après, c'est un projet qui est en maturation depuis 2009. Donc, on voit le temps et donc on espère le démarrer. Alors, il se trouve qu'on est tous les trois intervenus en plus sur ce sujet, donc c'est d'autant plus pertinent. Et donc, la slide d'après, ça permet de voir le périmètre d'intervention de cette opération dite de centre-ville. Donc, comme le disait fort justement David, on est en plein centre-ville. On voit que c'est constitué effectivement, on voit la frondaison d'espaces verts, mais également beaucoup de bâtis, mais de bâtis peu denses avec beaucoup de zones dites artificialisées, parce qu'on a des zones d'espace public, de parking, qui sont par définition
non artificialisés. Pour donner quelques éléments d'appréciation, on est sur 7000 m² à peu près. Donc, grosso modo, un petit 2000, c'est les arbres verts qui sont non artificialisés, tout le reste étant artificialisé. On a une densité de population. Alors, pour les gens qui habitent là, hein, sur ce périmètre-là, on a 9 habitants qui résident là à l'année. C'est-à-dire, donc on est sur du commerce ou de la poste en l'occurrence, puisque… donc, la réflexion a consisté, la slide d'après, on voit le bâti, hein, donc c'est effectivement le parking, des bâtiments peu denses, mais par contre beaucoup d'artificialisation. Donc là, on a la slide encore d'après qui permet de voir effectivement, d'imager mes propos, c'est-à-dire sur la partie dite verte et la partie dite, on a grosso modo 1/3 de vert, 2/3 d'imperméabilisé. Et toute la réflexion a consisté, puisqu'il y avait un cahier des charges, c'était une OAP, il y avait un cahier des charges qui consistait à dire il faut qu'on fasse du logement en centre-ville, à la fois du logement social, mais du logement en accession, tout en donnant, parce que la partie verte, entre guillemets, c'est que des espaces privés, tout en donnant des espaces publics de qualité et, si possible, en partie non artificialisés. Donc, notre réflexion, c'est le plan d'après, a consisté à… Et des espaces qui, du coup, étaient rendus publics aussi. Voilà, des espaces publics à disposition du public et de qualité. Donc là, on voit, je ne vais pas rentrer dans le détail du projet, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de montrer, donc on a la partie bleue qui va être la partie bâtie, la partie d'un vert pâle qui est la partie dite espace public et la partie vert foncé qui, lui, là, par contre, est toujours de la pleine terre. Sur la partie dite espace public, aujourd'hui, avec les espaces verts, on est sur plus de 50% entre guillemets de surface non artificialisée ou qui pourrait ne pas l'être. Bien entendu, sur les espaces publics, il y aura une partie place. Donc, les espaces publics aujourd'hui sont en cours de définition et de finalisation. Je pense que la réflexion de ce matin va être intéressante par rapport à ces espaces. Et aujourd'hui, on se rend compte que si, donc on va sur la slide d'après, donc ça, c'est la qualité des espaces. Donc, dans cette conception d'espace public, grosso modo, sans artificialiser, c'est-à-dire avec un solde net d'artificialisation, mais en reconquérant des espaces privés qu'on met à disposition des espaces publics, on voit qu'on a, en préservant la non-artificialisation, on arrive à créer de l'habitat, des espaces publics généreux. Donc ça, c'est la slide d'après. Je vais un peu vite parce que le but… Oui, c'est la démarche générale. C'est la démarche générale. Donc la slide d'après. Là, donc ça, c'est l'image. Donc, ce que ça sera demain matin en opposition avec la slide qu'on voyait, c'est quasiment le même point de vue. La slide de nuit, c'est la slide initiale de l'état existant avec la poste. Et en chiffres, juste pour aller sur les chiffres, c'est le slide d'après. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait effectivement pour une artificialisation nette quasiment équivalente. On va loger finalement 310 habitants alors qu'avant, on en logeait 9. Et par contre, on va mettre à disposition du public quasiment 2000 m² d'espace public aménagé qui permettent effectivement d'irriguer la ville. Et là, je te laisse peut-être… Oui, non, ce document, il est assez extraordinaire parce que Bruno l'a fait pour cette réunion et j'aurais aimé l'avoir pour ma campagne électorale. Mais simplement pour résumer, effectivement, parce que c'est… Voilà, moi, à la base, je suis professeur de physique à l'université et ce que j'aime bien quand on a des fonctions d'élus, c'est un moment qu'on parle de choses concrètes et qu'on puisse appuyer au-delà de tous les grands discours sur des chiffres et sur des projets réalisés qui… Alors, on attend qu'ils soient réalisés, mais je ne doute pas qu'ils seraient exemplaires dans la réalisation, mais voilà, qui sont aussi les démonstrations et qui peuvent servir, même les services de l'État, pour s'appuyer sur ça, pour mettre un peu en perspective les projets de loi qu'ils ont et ce qu'on peut faire sur le terrain. Ouais, voilà ce qu'on peut dire pour la mise en contexte et donc un exemple précis pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et maintenant, on va laisser la parole à notre ami Willem sur les questions. J'ai juste, si vous permettez, messieurs, une remarque et qui amène… une question, voire zone urbaine. Est-ce qu'on a les mêmes contraintes lorsqu'on est sur des zones un petit peu plus rurales ou semi-rurales?
Ça va être toute la discussion qu'on va avoir dans le contexte après. C'est-à-dire que quelque part, comme la définition est plutôt générale, c'est le décret qu'on va tous attendre pour savoir quel est le côté normatif qui permettra d'apprécier effectivement, mais ça, c'est effectivement ce qu'allait développer. Oui, c'est très bien. Merci, merci Willem. En fait, Madame Salazar, maire de Bonbon, faisait cette remarque sur le chat, et donc je voulais juste amener en fait le sujet de façon à ce qu'il soit bien précisé auprès de l'auditoire. Willem, je vous laisse poursuivre sur les perspectives. Oui, alors, je ne sais pas si le mot perspective est le bon. En tous les cas, je vais essayer de mettre en exergue les problématiques, les questionnements. Je ne vais pas amener de solution, hein, mais notre métier, c'est de produire de la ville, et quel que soit son contexte, en milieu très urbain ou pas urbain, donc même en milieu rural. Et je pense que cette attente de zéro artificialisation nette est très questionnante et doit être traitée de manière différenciée en fonction des contextes. Il y a un élément qui, pour moi, est un élément essentiel, c'est que c'est une vraie révolution en soi de penser différemment la production de la ville. Historiquement, le développement urbain s'est produit au détriment des espaces naturels et agricoles. Hein. Les chiffres qu'a évoqué Bruno tout à l'heure sont assez probants. La sobriété foncière n'a pas été véritablement une pratique dominante. Donc, il faut vraiment changer, pour certains diraient de paradigme. En tous les cas, pour une fois, ce mot est plutôt bien à utiliser. D'ailleurs, on peut considérer que l'augmentation de la consommation foncière, elle est très, très peu corrélée à la hausse démographique. Je prends le cas de la France, hein, où l'artificialisation a augmenté depuis le début des années 80 de 70%, alors que la population a augmenté de 19%. Donc, on s'est assez aisément répandu. Donc, ça nécessite aujourd'hui de réfléchir la ville différemment. Et ce, même si aujourd'hui, les statistiques sont un peu plus flatteuses pour l'Île-de-France. Mais donc, développer les territoires sans les artificialiser, c'est donc une révolution en soi. Mais là où les grandes questions qui se posent, c'est avoir les moyens de ces ambitions. Et puis, il faut éventuellement s'assurer que les vents sociétaux sont porteurs ou ne soient pas justement le contraire de porteurs. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, je pense, c'est que l'objectif ZAN, ce n'est pas ça qui va conduire à l'aménagement des villes. C'est un ingrédient supplémentaire, c'est une contrainte supplémentaire, mais le fait de faire ville aujourd'hui, une ville, c'est un territoire vivant, c'est multifonctionnel, c'est évolutif, et ça nécessite de réfléchir à la ville de manière systémique. Le sujet de l'artificialisation ou de la non-artificialisation, c'est un ingrédient supplémentaire qui vient contrecarrer, nier certains objectifs. C'est-à-dire que dans une ville, on ne peut pas aligner la totalité des contraintes et se satisfaire de ces contraintes. Ce n'est pas la somme des contraintes qui font le projet vertueux. Parfois, il y a des sujets qui ne sont pas vertueux, pas traités, qui permettent effectivement de faire une ville de qualité. L'objectif, c'est d'enchanter ou réenchanter ces villes. Et je le répète, ce n'est pas en cochant la totalité des contraintes que l'on arrive à le faire, parce qu'elles sont, comme le disait tout à l'heure David Ross, parfois contradictoires. Et pour réaliser ces objectifs, il y a la nécessité effectivement de répondre à des attentes sociétales. Hein, c'est agir pour la planète aujourd'hui, ça va de soi. Hein, donc, c'est lié à cette révolution de l'aménagement à imaginer. Mais c'est aussi, je reviendrai après, c'est se confronter à des objectifs et des injonctions qui sont complètement contradictoires. Et pour finir, ça nécessite aussi de réfléchir différemment le montage de ces opérations. Il y a un sujet d'ingénierie de projet assez complexe. C'est peut-être la slide d'après, oui, qui nécessite effectivement la mise en place de moyens. J'y reviendrai plus en détail, mais le zéro artificialisation net promeut en quelque sorte le recyclage urbain. Mais le recyclage urbain ne se traite pas de la même manière que produire de la ville en lieu et place de terrains agricoles ou en extension urbaine. Aujourd'hui, il y a des éléments et des ingrédients qui concourent à faciliter ce sujet de recyclage urbain.
je prends deux, trois exemples. Il y a la volonté de la société de concilier au mieux aménagement et nature. Voilà, ce n'est pas lié au Covid, hein, c'était avant, le Covid l'a renforcé, mais en tous les cas, il y a cette appétence, qu'on soit en milieu très urbain ou moins urbain, il y a cette volonté, et ça contribue à tendre vers cette révolution nécessaire. Il y a aussi, et ce n'est pas anecdotique, et ce n'est pas uniquement pour le monde de la branchitude, mais aujourd'hui on ressent, et nous on le vit et on l'applique, on sent aujourd'hui une volonté de retour de la petite industrie, de l'activité en ville pour produire de la mini-série, des Fab Labs. Et je le répète, ce n'est pas qu'un sujet de branchitude, c'est vrai en milieu très urbain, c'est vrai en milieu qui n'est pas, ou qui est moins urbain. Tout est lié à des sujets de montage aussi, c'est toujours des sujets de moyens à s'offrir pour répondre aux ambitions. Donc, il y a des éléments qui sont positifs. Ouais. Là, si tu pouvais passer la slide d'après. Voilà. Au-delà de ces éléments qui sont plutôt porteurs, c'est cette volonté sociétale de faire évoluer les choses, il y a des injonctions qui sont contradictoires et qu'il faut contrecarrer en quelque sorte. Il est évident qu'aujourd'hui, et ce n'est pas neutre dans la production de la ville, c'est qu'il est moins coûteux de faire de l'extension urbaine que du recyclage urbain, et je viendrai après. Mais ce qui est important aussi, c'est de penser que la périurbanisation aujourd'hui, c'est la traduction économique d'un coût d'immobilier qui est très élevé centre-ville et donc d'un prix du foncier constructible très attractif en périphérie. Ce n'est pas la faute du périphérique s'il y a une forme de périurbanisation latente, c'est lié aussi au fait qu'en milieu très urbain, les prix ne sont pas attractifs du tout, ils sont même très, très élevés. La question qui se pose aussi aujourd'hui de manière plus factuelle, c'est que cette volonté de relance économique, et on pourra tirer les conclusions peut-être dans quelques années, ça implique souvent des recettes simples et les plus efficaces. Donc, ça peut contrecarrer cette ambition d'aller vers cette révolution culturelle vers le recyclage urbain. Il y a un autre élément aussi qui n'est pas contestable, qui est une réalité aussi, même si on peut toujours critiquer les chiffres ou les interpréter de plein de façons. Il y a la quête de la maison individuelle. Et ça, c'est une évidence. J'ai ressorti les chiffres d'une étude Kantar récemment, qui sont sans doute très critiquables, hein, comme tout chiffre qui sont assénés, mais 80% des 18-34 ans se projettent en maison dans les 5 ans à venir. Enfin, c'est énorme. Alors, peut-être qu'il y a un effet effectivement Covid, mais quoi qu'il en soit, il y a une aspiration à la maison individuelle, qui est une forme de contradiction au recyclage urbain et à la nécessité de densité qu'implique ce recyclage urbain. Dans les injonctions contradictoires, il y a aussi la logique de ce que j'appelle du NIMBY, donc pas dans mon jardin, c'est la réduction volontaire voulue des nuisances. C'est être contre la densité, être contre les hauteurs importantes. Il est indéniable aujourd'hui que pour favoriser le recyclage urbain, il y a des équilibres économiques à trouver qui poussent à créer une certaine densité, et cette densité, elle n'est pas forcément appréciée par les gens qui vivent à proximité de cette densité. Et puis, de la même façon, comme toujours une sorte d'injonction contradictoire, il y a la volonté d'avoir des espaces publics plus généreux pour pratiquer ces espaces publics. C'est souvent des espaces qui sont aujourd'hui imperméabilisés et qui ne concourent pas au zéro artificialisation nette. Et au-delà de ces injonctions, il y a la nécessité effectivement de maîtriser la philosophie du ZAN. Et le grand sujet, à mes yeux, c'est la traduction dans les règles, et c'est là que vient véritablement les problèmes. La philosophie du ZAN, c'est indéniablement favoriser le recyclage. C'est aussi, il faut le rappeler, c'est l'essence même du texte de loi auquel la zéro artificialisation nette se raccorde, c'est préserver et améliorer les milieux en favorisant la fonctionnalité des sols, la biodiversité. Cette notion de biodiversité, elle est extrêmement importante. Tout en conjuguant ces objectifs de recyclage et de biodiversité avec des objectifs de densité, de qualité de vie et donc de qualité environnementale.
Et c'est là où la réponse, à mes yeux, ne peut pas être quantitative, mais qualitative. Et c'est là où viendra la notion de référentiel. La grande question, c'est ce référentiel, c'est l'assiette du calcul du zéro artificialisation nette. Pour moi, il y a un sujet d'échelle et il y a un sujet de qualité. Il y a un sujet sur lequel je ne suis pas légitime, mais qui est extrêmement important, je pense, dans le cadre de cette loi qui va se mettre en place, ces objectifs qui vont se mettre en place. C'est la résonance ou l'interopérabilité, par les communications en quelque sorte, entre les différents outils de planification, qui ne sont pas du tout à la même échelle et qui ne nécessitent sans doute pas les mêmes références ou le même référentiel. Entre un SRADET, un SCOT et un PLU, on travaille à la parcelle et l'autre, on travaille à une maille qui est beaucoup plus importante. Néanmoins, il va falloir que ces documents puissent se parler. Alors, en termes de référentiel, on peut considérer aujourd'hui, quand on fait des exercices comparés, une mesure d'artificialisation, en utilisant différentes définitions de cette artificialisation, notamment sur des sujets d'échelle, ça donne des résultats extrêmement disparates. Effectivement, mesurer l'artificialisation au sens de zone ou tâche urbaine, ou analyser avec plus ou moins de finesse la réalité de l'occupation des sols en se préoccupant de ce qui est imperméabilisé ou pas, favorable à la biodiversité ou pas, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est ce qu'on peut craindre, c'est qu'une mesure unique est sans doute une chimère et sans doute pas révélatrice de la réalité des choses. Et je pense qu'on ne peut que plaider, en tous les cas, nous, au Club Ville Aménagement, on plaide pour ça, mais ça nécessite des moyens à mettre en place. C'est la nécessité de mesurer la réalité des choses. C'est des mesures claires, stables, incontestables sur le type d'occupation des sols. Vraiment travailler quasiment à la parcelle, sinon ça n'a pas de sens. Je pourrais donner des exemples un peu bousculants. Pour y avoir sur une commune un parking qui est en pouzzolane avec des arbres, est-ce qu'il est considéré comme perméable ou imperméable, à contrario d'un parking classique bitumé qui est lui imperméable. J'irais même jusqu'à caricaturer le trait en disant des espaces agricoles sont souvent considérés comme des zones non artificialisées, même si ces sols sont lessivés, épuisés en biodiversité, alors qu'en espace urbain, avec des noues, des espaces tampons, ça contribue parfois davantage à la lutte contre les inondations et ça favorise également la biodiversité. Donc, c'est cette notion d'occupation du site de manière très précise, il est totalement essentiel si on veut quantifier et qualifier les choses. Alors, ce qui me semble également important, c'est le sujet de la problématique locale. Poursuivre les finalités des ZAN, ça n'a pas la même signification selon les contextes locaux. Et ce que l'on pourrait craindre aujourd'hui, c'est que la réponse ou le sens qui est donné à la loi par les décrets aille dans une forme d'unicité de traitement. Et d'ailleurs, on peut penser que les injonctions contradictoires que j'ai évoquées tout à l'heure, elles ne sont absolument pas les mêmes en fonction des contextes, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Des questions qui se posent sur chaque contexte qui nécessitent effectivement de porter un regard différent, c'est quelle est la croissance démographique du territoire en question, quels sont les besoins en foncier économique ou en besoin de services, quel est déjà intrinsèquement le niveau d'artificialisation qui est déjà atteint. Voilà, en fonction des territoires, les choses sont complètement différentes. Et puis, quel est également le potentiel de reconversion. Puisqu'aujourd'hui, vouloir supprimer toute notion d'extension urbaine sur des terres agricoles, peu importe, ou des terres libres, ça nécessite effectivement de traiter cette extension urbaine sur des sols à recycler en quelque sorte, mais tous les territoires n'ont pas forcément des sites à recycler. Et on pourrait même considérer que dans des zones où l'immobilier est détendu, désartificialiser des sites, c'est-à-dire recycler des sites, coûte horriblement cher et qu'il est peut-être plus pertinent, là je pousse le bouchon à l'extrême, il peut être plus pertinent d'essayer de renaturer des friches dans des zones détendues et faire de l'extension urbaine, parce que de toute façon,
l'immobilier étant tellement détendu, s'il n'y a pas d'aide conséquente de l'État, par exemple, ce recyclage il est totalement impossible. Donc, au-delà des mesures restrictives qui visent à mettre en terme des situations, il faut indéniablement changer la fixation d'objectifs locaux, ce qui se traduit peut-être par une contractualisation demain. Alors, je sais qu'il y a souvent une tendance à vouloir cette contractualisation. Ça peut être également des effets pervers de donner la main à des structures un peu supra. Mais en tous les cas, il est nécessaire que sur ce sujet de l'artificialisation, la main soit donnée au territoire et soit donnée au local parce que chaque contexte est complètement différent. Et ça se traduit également par des sujets d'enjeux économiques qui sont liés au contexte de marché. Je reprends ce sujet de recyclage urbain. Un recyclage urbain, c'est souvent une ancienne friche, peut être industrielle, avec des terrains pollués, des bâtiments. Ouais, je reviendrai sur les exemples après. Mais ouais. Donc, des sites très pénalisants pour lesquels il faut généralement commencer par dépenser beaucoup d'argent avant de les valoriser. Ce sont des sujets d'éviction, parce qu'il y a des gens qui sont sur les terrains, donc il est logique de les évincer. Les sujets de déconstruction, de dépollution, de désamiantage, des sous-sols qui sont encombrés. Donc, intrinsèquement, ce terrain coûte beaucoup plus cher. Alors, dans des zones tendues où l'immobilier se porte plutôt bien, ça pousse à une forme de densification. Cette densification qui n'est pas forcément appréciée par les gens qui habitent autour, donc on tombe dans une forme de schizophrénie. Alors, et même quand on est dans des zones tendues, ça nécessite parfois, en fonction de la complexité de la friche à recycler, ça nécessite des participations d'équilibre de collectivités ou de subventions. Donc, ce sujet de recyclage urbain qui est déjà difficile à réaliser en milieu où l'immobilier est tendu, c'est d'autant plus difficile en milieu détendu. Donc, ces opérations de recyclage nécessitent vraisemblablement, même si certaines, j'ai quelques exemples, fonctionnent avec leur propre équilibre financier, ça nécessite sans doute de revisiter la manière dont on finance les opérations d'aménagement. Est-ce que ça implique des incitations fiscales particulières? Alors, s'il y a des incitations fiscales particulières, ça nécessite, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'avoir une vision extrêmement précise de chaque parcelle, sur le fait qu'elle soit artificialisée ou pas artificialisée. Ça nécessite aujourd'hui des subventions type fonds friche. Est-ce que ça va se poursuivre, continuer? Est-ce que s'intensifier? S'intensifier? Est-ce qu'on a les moyens également d'abonder annuellement de centaines de millions le fonds friche? Il y a le sujet du financement à long terme aussi, comme je laissais entendre tout à l'heure. Ces recyclages urbains nécessitent généralement des dépenses extrêmement importantes au départ. Donc, même si l'équilibre global de l'opération est assumable parce qu'il y a suffisamment de recettes pour assumer les dépenses, mais c'est in fine, donc il y a un sujet de moyens de financement à traiter, qui est une particularité du recyclage urbain. Et puis peut-être aussi imaginer des mutualisations d'opérations, certaines déficitaires permettant d'être assumées par d'autres opérations peut-être plus faciles. Mais en tous les cas, les contraintes imposées par le zéro artificialisation nette, poussant ou faisant la promotion du recyclage urbain, nécessitent incontournablement de revisiter les moyens que l'on donne à l'aménagement. Juste peut-être par rapport à, le temps de te laisser reprendre ton souffle, mais par rapport à la question qui était posée par l'élu, on voit bien qu'il y a aussi une logique de territoire. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire, comme le disait Willem, quand on est dans un milieu rural, on ne peut pas… Ne serait-ce que pour faire vivre ces écoles, il faut bien qu'on ait une démographie positive et qu'on fasse venir des jeunes pour faire vivre les équipements publics, etc. Et donc, inévitablement, cette question se posera, mais la notion d'échelle sera importante, la notion de territoire sera importante. Donc, on voit bien qu'on touche à beaucoup de curseurs qui touchent à l'aménagement et à la planification, quoi.
mais également à la gouvernance, en fait, puisque Et à la ce que l'on comprend de votre propos à tous les deux, et je retiens la dernière remarque de Willem sur la mutualisation d'opérations, notamment eu égard aux équilibres financiers, ça induit une question d'autorité et de gouvernance. À quelle échelle on place la décision? Est-ce que c'est à l'échelle de l'EPCI? Est-ce que c'est à l'échelle de la commune? C'est un enjeu fort. Je pense que c'est de nouveau contextuel. Il y a sur un même territoire parfois la capacité à mutualiser des opérations et parfois pas, nécessitant effectivement d'élargir l'échelle. Simplement dire, c'est que la réponse, elle n'est pas univoque. Et la règle doit proposer la capacité au territoire à prendre en main eux-mêmes le sujet du zéro artificialisation nette. Ce que l'on craint une fois de plus dans l'attente de ce décret, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en débattre ce matin, c'est que ça soit quelque chose de trop normatif et quelque chose de trop entre guillemets, c'est noir ou blanc, quoi, hein. Donc, du coup, on va se retrouver effectivement avec des impossibilités de faire, alors qu'au regard de la problématique, qui est une problématique de vivre dans un territoire, dans un certain contexte, c'est-à-dire aussi bien de bien-être, mais aussi de biodiversité, qu'on apporte des réponses techno, quoi, une fois de plus, avec des logiques très comptables. Et c'est pour ça que ce décret, qu'on va tous attendre en tant que professionnels, mais les élus qui sont avec nous ce matin, moi, je me mets 3 minutes à la place de l'élu qui entend effectivement, même si Willem dit que ce n'est pas un expert, on voit même dans ses propos, il y a quand même beaucoup de notions d'experts, c'est-à-dire de planification, de zones tendues, détendues. Alors évidemment, on parle du marché de l'immobilier, les zones denses, évidemment, c'est des zones qui sont très construites déjà, mais dans le milieu rural ou dans des villes qui sont en train effectivement de devenir dans le périurbain, c'est ce que tu évoquais, ça pose des problématiques très concrètes et ça va faire peur aux élus. Alors, faut, entre guillemets, c'est ce que disait David tout à l'heure, je pense que l'échange avec les professionnels peut permettre effectivement, mais c'est le rôle aussi de la MIF Partner, hein, c'est d'avoir ces échanges pour une compréhension des enjeux, mais également que ces élus n'aient pas peur de porter les difficultés qu'ils vont rencontrer. On parlait de la norme, où est-ce qu'on positionne le curseur, donc c'est quoi la base, hein, ça va être… donc, c'est des vraies questions qui vont se poser, sachant que le planning… Alors, une difficulté sur le référentiel aussi, où on pousse à essayer d'avoir un regard extrêmement précis, extrêmement pointu, quasiment à la parcelle, mais c'est un travail titanesque qui a entrepris sur certains territoires, mais pas sur d'autres. Mais sans porter ce regard à la parcelle, je ne vois pas comment on peut aujourd'hui traiter intelligemment cette notion de zéro artificialisation nette. Ça ne peut pas être péremptoire. On voit très bien que l'usage précis de la parcelle est évocatrice du fait qu'elle soit intégrée ou pas dans des zones perméables, imperméables. C'est en fonction de son usage. Alors, il faut aussi revenir sur parce que là, on parle du contexte de la loi, hein. On est quand même à la MIF, hein, donc il y a un zoom spécifique Île-de-France. Une fois de plus, c'est ce qu'on disait en introduction, il ne faut pas le perdre de vue. L'Île-de-France est une région particulière et donc elle sera traitée de façon particulière. Donc, cette loi est une loi cadre française. Elle s'adresse, on parlait de la Corse tout à l'heure sur l'évolution de son artificialisation. Bah, elle est 10 fois plus élevée que l'Île-de-France et c'est logique, puisque, logique. En tout cas, mathématiquement, ça peut paraître logique. L'Île-de-France étant une région très singulière qui concentre beaucoup de contraintes démographiques, économiques, infrastructures. Et donc, il y aura inévitablement aussi un questionnement, et ça, on l'évoquait entre nous, et il y aura un questionnement, c'est sur le traitement des espaces publics, puisque par définition, on doit construire, on voit bien qu'on prend du retard par rapport aux objectifs de logement collectif. Je ne parle pas de la maison individuelle, parce qu'effectivement, ça, il va falloir… On a bien vu la ministre du Logement se faire attaquer sur la notion que vous voulez abandonner la maison individuelle. Oui. C'est un sujet plus que sensible quand même. Ouais. C'est un sujet très sensible. Éminemment sensible. On peut le comprendre. Après, à nous de savoir produire des logements. Alors, je ne parle pas de la qualité des logements, parce que les logements sont, en termes d'évolution réglementaire,
On a une qualité de logement aujourd'hui qui n'est pas comparable à ce qu'on produisait il y a 50 ans. Il suffit de voir les DPE et aujourd'hui, on produit vraiment des logements de qualité. Par contre, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. C'est la capacité à pouvoir acheter ces logements. Ça, c'est une problématique. Mais cette loi sous-tend qu'on risque d'avoir encore une inflation des coûts de construction ou en tout cas de l'opérabilité des opérations. Donc, mais peut-être aussi avoir une considération au niveau des espaces publics, renaturer beaucoup plus les espaces publics, les traiter différemment. Oui, tu peux peut-être passer j'ai une ou deux images derrière, Dorothée. Oui. Alors, effectivement, Charlotte passe les slides par ailleurs. Voilà. C'est une opération qu'on gère à Massy, qui n'est pas une opération exemplaire dans le sens où ce parc d'activité de 14 hectares s'est fait en partie sur des terres agricoles, un peu pauvres, certes, mais des terres agricoles, donc des choses que l'on devra ou on ne ferait plus. Néanmoins, aujourd'hui, l'ensemble de ce parc d'activité, qui n'est pas totalement abouti, il est inondé d'arbres, c'est par milliers d'arbres. On a des espaces publics avec des noues qui tamponnent les eaux de ruissellement. Néanmoins, ça reste des espaces publics. Donc demain, qui sont très naturés, on va dire ça comme ça aujourd'hui. La question qui se pose, c'est ces espaces publics demain qui longent effectivement une voie bitumée, une voie de desserte, ils sont considérés comme artificialisés ou comme non artificialisés? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ils contribuent vraisemblablement au tamponnage des eaux de ruissellement, à lutter contre les inondations, avec plein d'arbres, des milliers, je le répète, qui font îlots de fraîcheur. Ces notions de réflexion à la parcelle sont extrêmement importantes. Et peut-être pour continuer à illustrer les propos, j'avais d'autres images. Si Alexandra on va passer la suivante. Ouais. Là, je suis toujours à Massy ça marche parce que je suis dans un milieu à l'immobilier tendu. C'est un site qui appartenait à Air France, qui faisait une quarantaine d'hectares, 20 en bois, en forêt, et 20 autres en partie construits par leur centre de formation. Et sur ces 20 autres hectares, il y en avait 11 qui étaient imperméabilisés. Sur ces 11 hectares, on a désimperméabilisé 4, et donc sur les 7 restants, on réalise 1200 logements. Et ces 1200 logements qui viennent dynamiser la ville coûtent 0 à la collectivité. Mais ça marche parce qu'on est en territoire tendu et que le prix de l'immobilier permet effectivement d'assumer des recettes financières qui permettent d'assumer les espaces publics, l'école à réaliser, supplémentaires. Donc, ce qui est autorisé, permis sur un territoire tendu, le même sujet sur un territoire détendu, avec un site aussi magique, il ne tombe pas et ça nécessite des subventions d'équilibre ou des participations plus prononcées de la collectivité. Donc, c'est en plus les zones détendues qui ont souvent le moins de moyens, qui nécessitent de mobiliser le maximum de moyens pour assumer ce recyclage foncier. Il y a une forme de contradiction. De nouveau, ce sont les moins bien lotis qui doivent davantage débourser pour sortir ou trouver des équilibres financiers beaucoup plus difficilement parce qu'ils sont sur un territoire qui est détendu. Oui, là, on parle de recyclage urbain. On est dans le recyclage urbain. Donc, effectivement, il faut resituer les choses. C'est du recyclage urbain. Donc, ça veut dire que pour obtenir du foncier constructif non imperméabilisé ou non artificialisé, il faut commencer par retraiter. Et donc, ça nécessite un investissement amont important. Et donc, quand on investit en amont, ça a des coûts. Peut-être qu'on fait la conclusion, comme ça, on fait de l'échange parce que c'est… Donc ça, c'était un autre exemple, on reviendra dessus. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est la slide d'après. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les constats, c'est que, petit 1, on a une absence de données fiables aujourd'hui. Et quelle sera l'échelle? C'est toutes les interrogations qui ont été soulevées. Et quelle va être entre guillemets, la norme?
qu'est-ce que nos chers technocrates vont nous donner comme norme. Donc ça, on est dans cette attente-là, mais c'est quelque chose qui va arriver relativement vite. 2, on a toujours des besoins de logement. On a des besoins de logement à la fois parce qu'on a une démographie positive et c'est tant mieux. Et puis, on a besoin de logement parce qu'on a des logements qui sont aujourd'hui obsolètes ou des bureaux qui sont obsolètes. Donc, on pourra aussi retraduire ces logements obsolètes en déconstruisant et en reconstruisant. Par contre, reconstruire sur la ville, comme le disait Willem, ça surenchérit les coûts. Voilà, c'est compliqué. On parle bien d'artificialisation nette. Faut bien avoir ça en tête. Ça serait une logique de dire, ça sera un calcul final. On l'a montré à travers l'exemple d'Orsay. Willem l'a montré à travers Virginis sur l'opération importante. On a un statut particulier de l'Île-de-France, et juste pour finir sur l'Île-de-France, puisqu'il y a beaucoup de… Aujourd'hui, on produit quasiment 90% de la production de logements sur des territoires urbanisés. Donc, on voit bien toute la logique qui sous-tend ce qu'évoquait Willem, c'est qu'on peut faire ça parce que c'est des marchés tendus, donc on a des prix qui supportent effectivement ça. Ensuite, simplement pour situer les choses, on parlait d'échelle. Alors là, dans le timing, on parle de contraintes dans les SCOT, donc intégrer ces notions-là en 2024. 2024, c'est demain matin. Pour ceux qui font de l'urbanisme, 2024, c'est comme si c'était demain matin. 2025, dans les PLU. Alors moi, je ne vois pas comment on fera, mais bon, c'est comme ça. Bon, d'ici 2030, c'est jamais qu'à 8 ans, diminué par 2. Alors, on voit que l'Île-de-France est plutôt bon élève dans ce domaine-là, parce que plus contraint aussi, il faut être honnête dans l'objectivation du sujet. On a encore beaucoup de travail pour requalifier les espaces publics et avoir cette approche. La notion de collectivisation du logement, ça vient heurter la notion de la maison individuelle. Comme tu le disais, Dorothée, ça, c'est quand même philosophiquement, quand on est français, c'est compliqué. Donc, voilà ce qu'on peut dire en conclusion et après redébattre. Je vais voir si David Ross, qui avait une réunion en parallèle, qui a dû s'absenter, peut revenir avec nous pour débattre et donner son point de vue d'élu avec nos échanges. Mais voilà, on peut répondre aux questions. Merci à tous les deux. Je pense effectivement que nous avons probablement des réactions dans la salle digitale. Donc, je vous propose de vous manifester afin de pouvoir poursuivre les échanges. Oui, Madame Persson, vous avez levé la main, je vous en prie. Pouvez-vous prendre… Bonjour. J'avais deux petits questionnements en fait sur comment dire des programmes immobiliers qui pourraient comment dire voir le jour dans des friches par exemple à l'intérieur de centre-ville. Et en fait mes deux questionnements c'était sur le fait que il y a quand même un contexte autour, notamment il peut y avoir des maisons, sans parler de maisons historiques de qualité architecturale très grande, avoir quand même une certaine cohérence avec des centres-villes qui ont été construits à une certaine époque. Et donc en fait, un peu demander aux experts peut-être comment on peut à la fois densifier, créer de l'espace public tout en respectant toutes les peurs des habitants autour qui, eux, vivent moi, par exemple, dans ma ville, dans des meulières qui ont parfois un certain cachet. Et la deuxième partie, peut-être, de ma question, c'était de se dire, une fois qu'on a créé de l'espace public, et je vois tout à fait l'intérêt de créer de l'espace public, notamment naturel, reste à charge des communes d'entretenir cet espace public. Et là aussi, en fait, quand on crée tout ce nouvel espace public vert, et tant mieux, comment on peut prévoir, en fait, sur du long terme, tout ce qui va être le fonctionnement inhérent à ce nouvel espace public? Vraiment dans les questionnements. Alors, donc, avant de passer la parole aux experts, parce que c'est l'expert citoyen qui va reprendre la parole. Donc, je suis désolé, j'avais un CTP en parallèle et j'avais des syndicats qui ont décidé de chatouiller aujourd'hui le maire. Donc, c'est pour ça que j'ai dû partir une demi-heure et revenir. On pense toujours que le maire peut donner des jours de congé en plus de la loi. Ouais, comme quoi, on est encore sur toujours les débats de comment on respecte la loi en France. Plus sérieusement, c'est deux très bonnes questions que pose, alors je crois que c'est Delphine Persson,
Oui, tout à fait. Avec les deux aspects. Effectivement, ce qui n'a pas été dit tout à l'heure, parce qu'on a voulu aller vite sur l'exemple d'Orsay, c'est qu'on est en plein cœur centre-ville, avec des maisons justement en meulière, avec une entrée, l'ex-entrée du château de la Bouvèche, donc avec une arche assez magnifique. Et donc, la première étape avec la population, ça a été de dire justement, on n'est pas en train de densifier le centre-ville, mais on le requalifie. Et on le requalifie en tenant compte des exigences des besoins de logement, de tout ce qu'a expliqué Bruno sur les sols, et en même temps de valoriser le patrimoine déjà existant. Donc, on a une première étape. C'est pour ça que ça a été très long quand j'ai dit que le projet s'étale depuis 13 ans. Pour faire accepter le projet, il y a une première étape qui a été de considérer ensemble qu'est-ce qui faisait partie du patrimoine de notre commune et qu'on souhaitait préserver dans l'opération centre-ville. On n'est pas rentré en détail, mais il y a toute une partie de maisons donc, qui ont été classées au PLU, puisqu'on avait fait une modification à l'époque du PLU. Donc, c'est des maisons remarquables. On a même fait un petit peu trop, je ne vous cache pas, parce que maintenant, si on veut refaire des travaux, ça devient compliqué tellement on a classé les maisons. Mais bon. Donc, en tout cas, on a fait acter qu'il y avait du patrimoine conservé. Et l'exigence, et c'est aussi pour ça que le groupement Dream a été retenu, c'est que dans l'offre architecturale de ce qui va être bâti, il y a une intégration au regard de ce patrimoine existant. Donc, une vraie valorisation de ce patrimoine. Et donc, finalement, en centre-ville, il y a un parcours résidentiel. Les 9 habitants qu'évoquait Bruno, ils ne partent pas tous, les 9. Il y a 3-4 maisons qui sont conservées. Et même celui qui part, la maison est gardée pour en faire une maison de lieu médical. Donc, elle est même valorisée. Une très belle maison en meulière qui ne sera pas détruite et qui servira avec une fonction en plus attendue par la population. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Sur la deuxième question, c'est un débat qui est encore en cours puisque Bruno vous a montré sur le visuel la place publique. Donc, moi, j'ai une liste avec une sensibilité très, très large dans mon équipe. Donc, une liste de gauche avec beaucoup d'écologistes pour vous faire simple. Et donc, il y en a qui veulent une place totalement végétalisée. D'autres qui veulent une place totalement fonctionnelle pour pouvoir y mettre des marchés forains, donc voilà, avec des capacités de se brancher et de mettre des choses modulaires. Donc évidemment, il faut trouver déjà le bon équilibre entre toutes les attentes des élus et des sensibilités. Mais au-delà de ça, moi j'ai en tête, évidemment, parce que je suis le Picsou en tant que maire, du coût d'entretien, de la pérennisation du lieu et du coût d'entretien, très bien pointé par ma collègue, sur ce sujet-là. Donc, en fait, on est en train d'essayer de trouver un équilibre. On tient compte de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le côté végétalisation, c'est plutôt garder des coins de fraîcheur. On a affaire de plus en plus à des mois de mai, juin très chauds. On a des personnes âgées qui aiment bien venir aussi en centre-ville. Donc, c'est trouver ce juste équilibre de toutes ces fonctions. Et là, on est aidé par des experts parce que nous, on met ça sur la table. Et après, ils nous font des propositions. Donc, on est en train de converger, mais on va encore faire de la concertation sur cette dernière question de l'aménagement final de la place publique. Et peut-être que vous voulez compléter sur… On voit bien que ça pose la question de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que, comme tu disais justement, il faut prendre tout un tas de composantes, reste à un moment, il faut faire des choix. Et comme tout choix, c'est renoncer à d'autres possibilités. Donc, il y a cette équation permanente. Et on évoquait aussi un autre point qui est soulevé par Madame et par toi également, c'est effectivement la pérennisation et les responsabilités et la maintenance que ça peut entraîner. Parce que si on glisse sur une feuille parce que ce n'est pas entretenu, ça pose tout un tas de questions, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Bruno et de manière un peu caricaturale sur mes opérations. Et c'est évocateur des évolutions sociétales. Il y a 5 ans, quand je plantais un arbre, je me faisais engueuler. Aujourd'hui, on me demande de planter des arbres parce qu'effectivement, ça correspond à l'attente et tout à fait légitime. Et cette notion d'entretien, elle est réelle. Elle est réelle sur les espaces publics, mais également sur les espaces privés. Aujourd'hui, et notamment dans le sujet de l'artificialisation zéro, artificialisation nette, on poussera vraisemblablement à renforcer le traitement végétal des cœurs d'îlots, mais c'est un sujet également d'entretien et de capacité et de solvabilité des copropriétés à assumer la gestion de l'ensemble de ces espaces. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la gestion, elle n'est pas incantatoire, elle nécessite des moyens, et ce n'est pas la loi qui va déterminer ces moyens. Mais il va falloir effectivement que les gens puissent avoir les moyens d'entretenir leurs espaces. On a d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un film qui est en train de sortir sur effectivement la difficulté des élus à permettre aux copropriétés de vivre, parce qu'effectivement, comme le disait Willem, ce n'est pas incantatoire. Une copropriété, c'est privé.
Et donc, on peut mettre des espaces verts, mais faut-il encore qu'ils soient entretenus? Et ça a une charge. Donc, c'est toute cette logique-là. On voit bien que c'est une logique extrêmement complexe avec beaucoup, beaucoup de données d'entrée. Merci beaucoup.